Le sport fait partie, depuis toujours, des divertissements que j'aime. C'est mon père qui, dès que j'ai eu 8 ou 9 ans, m'a amené voir les matchs de football. Il était supporter du Racing. Nous allions de la gare de l'Est à la République. Nous prenions un car d'autobus pour les supporters jusqu'au Parc des Princes. Et j'ai donc découvert le spectacle sportif très jeune. Et je l'ai énormément apprécié. Je me souviens aussi que je passais du temps à la maison à écouter certaines retransmissions de football à la radio. Et dans mon bain, je prenais le pommeau de la douche et je parlais très vite, imitant en cela les commentateurs style Georges Briquet. Vous voyez, c'est très ancien. Or, je pense qu'il y a une dérive du sport depuis un certain nombre d'années. Les gens qui sont les plus critiques disent le verre était déjà dans le fruit, le spectacle ne pouvait jamais donner autre chose. Personnellement, je ne serais pas aussi sévère et j'aurais d'autant moins de raisons de l'être que malgré tout ce que je vois et ce que j'apprends, j'aime encore regarder les matchs, j'aime encore aussi regarder certaines étapes du Tour de France. Les scandales à répétition ne m'ont pas découragé. Je suis désolé de voir l'argent, si vous voulez, corrompre le football, ou en tout cas porter atteinte à l'incertitude du sport en créant une inégalité infranchissable entre les clubs. Et en dépit de tout cela, il y a quelque chose en moi qui reste attiré par ce spectacle. Mais force est de constater que les choses vont de plus en plus mal et que le sport ne se ressemble plus. Le sport faisait partie du processus de civilisation, c'est-à-dire de contraintes internes. On se défoulait, mais à l'intérieur d'une règle extrêmement précise. Et on savait aussi conjuguer la rage de vaincre avec l'art de perdre. La qualité sportive par excellence, c'était le fair play. Aujourd'hui, cela existe de manière furtive. On est toujours très heureux de voir, par exemple, un joueur de tennis applaudir le coup d'un adversaire avec sa raquette. On est très heureux, et c'est de plus en plus rare, de voir un footballeur à qui l'arbitre vient d'accorder un penalty, dire à l'arbitre qu'en fait, il n'y a pas faute. Ces moments-là sont pour chaque spectateur des moments bénis, mais évidemment, ils disparaissent complètement du sport contemporain. Les enjeux sont trop grands, les sommes dépensées trop fabuleuses. Le sport, c'est devenu l'espace de la victoire à tout prix et la forme tend à disparaître. Les joueurs de tennis, aujourd'hui, s'applaudissent eux-mêmes de leurs bons coups, se vautrent hystériquement sur la pelouse à la fin d'un jeu, d'un set ou d'un match. Nous sommes très très loin de ce qu'était à l'origine même moderne, l'éthique du sport. Les anciens, à travers le sport, puisque en fait les Grecs nous l'ont légué, l'athlète, à travers le sport, donc, réalisait sa propre nature. La valeur du sport, la valeur essentielle, c'était l'harmonie, c'était l'équilibre. L'homme moderne ne vit pas dans l'élément de la nature, il vit dans
l'élément de l'histoire. Le devenir emporte tout. Donc, le culte de la beauté, de l'accomplissement, cède la place nécessairement au culte de la performance. Le sportif est un avatar de l'homme prométhéen, celui qui sans cesse repousse les limites. Les modernes ignorent ou ignoraient l'hubris. Les Grecs mettaient en garde contre la démesure. Les modernes, justement, sous le signe de Prométhée, ont décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de démesure puisqu'il n'y avait rien par rapport à laquelle on pouvait précisément la mesurer. L'homme avait des possibilités illimitées. Sa loi, c'était celle du dépassement perpétuel. Je dis c'était, car les temps ont changé depuis que Coubertin pouvait dire « Altus, Sitius, Fortius ». Maintenant, nous avons l'impression que l'athlète va trop haut, trop vite et trop fort. Nous sommes confrontés, malgré nous, au problème antique de la démesure. C'est le dopage qui a créé ce phénomène. Le jour... Ça, on reviendra, si vous voulez, sur le... Mais le jour où nous verrons un athlète courir en moins de 9 secondes le 100 mètres, nous serons terrorisés. Car au lieu, si vous voulez, de faire progresser l'humanité, nous aurons le sentiment que par toutes sortes de manigances obscures, il est entré dans le post-humain. Voilà la peur qui nous saisit aujourd'hui, que les athlètes deviennent, sous nos yeux ébahis, les cobayes de la post-humanité. Alors ça, ce sont des aspects aussi que nous allons aborder un petit peu après. Pour l'instant, puisqu'on parle du sport qui ne serait plus un jeu, j'ai envie de vous citer ces 2-3 lignes d'un auteur assez tranché en la matière, qui est Jean-Marie Brome, et qui parle d'une politique d'encadrement pulsionnel des foules, un moyen de contrôle social qui permet la résorption de l'individu dans la masse anonyme, c'est-à-dire le conformisme des automates. Oui, je connais bien ces critiques, Jean-Marie Brome, Perelman, Michel Caillat. D'ailleurs, très souvent, ils m'envoient leurs livres ou leurs articles. Il m'est arrivé d'inviter l'un ou l'autre à France Culture, à l'émission Réplique que j'anime. Je ne suis pas convaincu par leur radicalité. Si vous voulez, j'ai eu des expériences très agréable au Parc des Princes. Je crois qu'il sous-estime vraiment l'élément ludique. Les gens, certes, alors bien sûr, je ne parle pas des supporters totalement fanatisés qui veulent en découdre avec les supporters de l'équipe adverse. Je parle quand même de la grande majorité des gens. Ils viennent là pour s'amuser. Ils chantent. En Angleterre, c'est absolument fascinant. Les spectateurs chantent tout le temps. Ils soutiennent leur équipe contre vents et marées. Celle-ci, Liverpool, par exemple, qui est une des plus grandes équipes, ne fait pas de très bons résultats depuis quelques années. Le public lui reste obstinément fidèle. C'est quand même un grand rendez-vous populaire. Et ce n'est pas la pire des choses que peut faire précisément le peuple. Si, bien sûr, le football borne votre horizon, si vous ne connaissez pas d'autre forme de divertissement que celle-là, alors votre vie est pauvre. Mais de là à y voir un encadrement idéologique, sinon même politique,
des masses, je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Il y a un effet de Et masse tout de même. Oui, mais c'est il y a un effet de justement... foule. Mais c'est le Bon. plaisir qu'on y prend. Vous entrez au Parc des Princes, vous sortez du couloir, l'air vide. Bien sûr, vous êtes saisi par la foule. Et l'agrément, moi je l'ai senti dès que j'ai mis les pieds au Parc des Princes, à 8-9 ans, c'est que c'est un spectacle auquel on peut assister en le commentant tout le temps. Heureusement qu'on ne fait pas ça au cinéma, au théâtre ou à l'opéra, bien sûr. Ça réclame le silence, et même les gens qui chuchotent, ou ceux qui froissent leurs bonbons, ou qui mangent leur pop-corn, c'est extraordinairement désagréable. Au football, non. Au football, au match, au basketball, peut-être, ça j'y vais jamais, mais enfin bon, les gens arrivent et s'exclament, crient, échangent, parlent. Donc il y a un effet de foule, il y a des cris, il y a aussi des conversations constantes, il y a un bruit qui vous porte, mais je crois que c'est un agrément du spectacle sportif, et je ne crois pas que ce soit un moyen d'asservissement des masses. Je répugne à penser en ces termes. Si vous voulez, moi, je suis plus choqué, je dois dire, par ces gens qui viennent se presser au Stade de France en entendant, pour entendre chanter leur idole à plein tube, si vous voulez, une musique absolument tonitruante, abrutissante, en gigotant comme des idiots. À choisir, je préfère quand même le spectacle sportif. On reste lucide, on parle avec ceux qui sont assis à côté de vous, et il n'y a pas vraiment d'idolâtrie, parce que même, j'imagine que quand la foule parisienne accueille Beckham, elle se marre. Voilà. Donc ce serait un peu... J'aimerais qu'on se marre un peu plus aussi quand on accueille les Rolling Stones, ce dont je ne suis pas sûr. Et donc cette foule, ces effets de foule, il faut se méfier peut-être de les analyser à la manière, je sais pas, d'un Gustave Le Bon revisité. Oui, je pense que c'est pas ça du tout, si vous voulez. C'est pas un dictateur hystérique qui harangue. Là, harangue, c'est le rap aujourd'hui, c'est pas le football. Et le rap harangue en toute quiétude, et il est reçu au Grand Journal pour continuer à haranguer. Si vous voulez, une équipe de football, c'est pas section d'assaut. Et aucune équipe d'aucun sport ne s'appellerait section d'assaut, dont je rappelle que ça veut dire SA. Hein? Alors, parce qu'il y a un X au lieu de CT, et parce que les chanteurs de ce groupe sont noirs, personne n'y trouve rien à redire. Et on les invite même dans les grandes émissions pendant la campagne pour le mariage pour tous, alors qu'ils ont appelé au meurtre des homosexuels. Donc voilà, là est la harangue, pas dans le football. Mais est-ce que le sport aujourd'hui tiendrait un peu la place d'une sorte de pouvoir spirituel, c'est-à-dire presque un peu à la place de la religion, façonnant l'âme et le corps? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse au fond du sport aujourd'hui? Non, je ne dirais pas qu'il y ait une dimension religieuse, il y a une dimension identificatoire dont il faut en effet se méfier. C'est agréable quand c'est ludique, quand ce n'est plus ludique, justement quand ce n'est plus un jeu, même pour celui qui regarde. Ça doit être un jeu pour tout le monde, le sport. Pour celui qui joue, mais surtout, et plus encore, parce que ce n'est pas un professionnel, pour celui qui regarde. Mais je crois que c'est peut-être un substitut aux appartenances dans une époque mondialisée. On s'identifie à un club, on s'identifie à une équipe nationale au moment où on a le sentiment que les nations se dissolvent. Donc je vois aussi le sport jouer ce rôle-là aujourd'hui, et il est vrai que certains sports, le football notamment, ont la vertu, ou en tout cas l'effet, d'intéresser tout le monde. Donc ça c'est vrai, si vous voulez, il y a une puissance planétaire du sport. L'humanité se retrouve autour de ce spectacle. Peut-être pourrait-on souhaiter qu'elle se retrouve
pour d'autres choses, mais là vous me montrez l'image d'un évêque, voire d'un cardinal, qui joue au football, certes en souriant, mais c'est extrêmement révélateur. Vous auriez pu montrer aussi l'image d'un enfant de 3 ans. Donc il y a, si vous voulez, une universalité du sport dont, je crois, il faut tenir compte, et c'est si le sport en vient à remplacer complètement d'autres activités, notamment la culture, que là, il faut mettre le holà. Mais tant que le sport reste cantonné au divertissement, et nous avons tous besoin de divertissement, alors ça va. Mais c'est le cas tout de même. Le sport est omniprésent dans les médias, occupe la une, aux dépens d'autres activités culturelles. Non, oui, je crois. Est-ce que c'est une usurpation, selon vous? Je pense que ce qui est embêtant, c'est la place. C'est vrai. On est sans cesse ramené au problème de la limite. C'est le cas, en effet, pour les athlètes eux-mêmes, qui, si vous voulez, ne réussissent maintenant à battre des records que précisément parce qu'ils ont pris les substances qui le leur permettent. C'est vrai pour Pantani, grimpant à toute vitesse le colpe de l'Alpe d'Huez, et ça peut être vrai pour les sprinteurs en athlétisme. Mais la question des limites aussi se pose pour les spectateurs que nous sommes. Je reviens toujours à mon enfance, avec le risque d'avoir un côté c'était mieux avant, mais il est vrai que les retransmissions de matchs étaient rares. Je me souviens notamment de la musique de Berlioz qui annonçait l'Eurovision en football. Et donc là, je venais regarder la télévision, mon père me permettait de me coucher un peu plus tard, c'était extraordinaire, et c'était pour certains matchs de la Coupe d'Europe, où il n'y avait pas d'épreuve de poule en plus. Maintenant, vous avez à la télévision les championnats, le championnat national et les autres. Donc, pour peu qu'on aime en football le jeu à l'anglaise, qui est beaucoup plus généreux que le jeu à la française, on se surprend à avoir une équipe favorite, que ce soit Liverpool ou pour les Français le plus souvent Arsenal, et hop, on se retrouve scotché pour ces matchs-là. Il y a la Coupe de France, il y a la Coupe de la Ligue, et il y a maintenant tous les matchs de Coupe d'Europe. Donc, quelqu'un qui s'intéresse au sport peut effectivement avoir sa semaine presque intégralement prise par les matchs. Et il peut, justement, tout d'un coup, sombrer, sans s'en apercevoir, dans une espèce d'addiction débilitante. Après, le matin, il lit l'équipe, et il n'a plus d'autre horizon, plus de temps pour la lecture, plus de temps pour lever la tête, plus de temps pour la conversation avec les amis. Et là, justement, la démesure règne. Il succombe lui-même à l'hubris du spectateur, et c'est extrêmement grave, mais le risque est grand de nos jours, oui. Alors là, on est en train, au fond, de parler aussi de la transformation du spectacle sportif, qui encore, pour reciter Virilio, on a une véritable naissance d'une communauté nouvelle, qui est une communauté des émotions. Il parle notamment de mondialisation des affects, d'un communisme des affects. Et ça, c'est peut-être une chose sur laquelle vous pourriez peut-être réagir, parce que quand on passe, je ne sais pas, du Golgotha, où il y avait quelques témoins, la première d'Hamlet, il y avait 1000 personnes ou 1200 personnes. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de football, c'est 2 milliards d'individus. Donc ce n'est pas simplement une variation d'échelle, ce sont aussi peut-être des sauts qualitatifs. Oui, vous avez raison, mais c'est lié, en effet, au développement frénétique des médias. Donc, il y a la Coupe du Monde de football, il y a les Jeux Olympiques, cette espèce de, tout d'un coup, en effet. Alors moi, je
d'émotion mondialisée et instantanée. J'ai une sorte face à ce phénomène, je réagis de manière ambivalente. Une émotion mondialisée, cette espèce de grégarisme extrême, m'inquiète. Mais en même temps, l'idée que l'humanité tout entière puisse à un certain moment vivre la même chose, j'en suis, si vous voulez, assez touché. Je dois le reconnaître. Je me dis, ben oui, voilà, tout d'un coup, une solidarité naît entre tous les êtres humains. Nous nous intéressons tous à la même chose au même moment. Il est tout à fait... En plus, ça ne dure pas énormément. Le sport, et c'est dans le sport que les choses prennent les proportions les plus énormes, mais on a appris, on peut aujourd'hui assister dans plusieurs capitales d'Europe, et à mon avis, la chose va se répandre, à des représentations d'opéra qui sont données par exemple à New York, le Parsifal, au Metropolitan, et dans plusieurs cinémas européens au même moment, le spectateur peut aller les voir. Donc cette mondialisation, peut-être, n'en est-elle qu'à ses débuts, et peut-être ne profitera-t-elle pas exclusivement au sport. Si tel est le cas, s'il y a une émergence de l'universel, très bien, mais cette communauté d'émotions, elle se substitue à des communautés d'intérêts sur lesquelles reposait jadis la politique. Est-ce que cette communauté d'émotions peut former ou constituer un lien durable à pas, puisque vous parlez d'un lien... De toute façon, qu'un lien durable, je ne suis pas sûr qu'il soit possible de le constituer. Nous vivons quand même dans le monde de la pluralité humaine, et d'ailleurs même, vous dites communauté des émotions, mais il est vrai que chacun, si vous voulez, vibre pour tel ou tel athlète représentant son club ou sa nation. Donc il ne s'agit pas simplement de vibrer en même temps pour la même chose. Il s'agit aussi d'un spectacle agonistique pour le spectateur, mais dès lors que cette confrontation se vit sur le mode ludique, je ne vois pas le mal. Et lorsqu'il y a eu la victoire des Français en 98 à la Coupe du Monde, il y a eu une grande manifestation en haut des Champs-Élysées avec cette indication Zidane président. 1,5 million de personnes. Je crois qu'on n'avait pas vu cela depuis la Libération. C'est à la fois évidemment très encourageant de dire bon, c'est très bien d'honorer un grand sportif. Là, je pense que c'était affligeant. Parce que, encore une fois, le sport n'est pas resté le sport. J'ai assisté à cette coupe, j'ai vu un ou deux matchs d'ailleurs au stade. Je crois que j'ai vu France-Croatie au Stade de France, et j'ai vu... je ne sais plus quel match d'ailleurs, Hollande-Brésil ou à Marseille. Bon. Et puis j'ai vu la finale à la télévision, j'étais très heureux de cette victoire, mais l'idée d'aller la célébrer sur les Champs-Élysées ne m'a pas traversé l'esprit un instant. Le bonheur du sport est forcément un bonheur fugitif. Bon, admettons qu'on Zidane président. Et là, le Zidane président, mais... Une sorte d'assomption. Mais je crois que la France, à ce moment-là, est devenue complètement folle. Elle n'a pas, justement, su, prendre ce succès pour ce qu'il était. Il a fallu que les éditorialistes les plus sérieux eux-mêmes s'en emparent pour lui donner une signification idéologique. On n'a pas dit par hasard Zidane président, on ne l'a pas dit parce qu'il était un joueur d'exception, ce qui
Ce qui était vrai. Et puis il a marqué 2 buts de la tête en finale, etc. Mais il a mieux joué encore en 2006, notamment contre le Brésil. Bon, on l'a dit quand même, parce que Zidane était d'origine algérienne et qu'il fallait faire passer la supériorité éthique, esthétique, technique et sportive d'une France blague-beurre sur les équipes ethniquement homogènes que la France avait battues. C'était totalement absurde. C'était faire preuve d'ailleurs d'une obsession généalogique chez ceux-là même qui nous disent aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas faire de statistiques ethniques. On ne voyait que l'ethnicité dans les joueurs. Et c'était en plus se tromper complètement sur la nature de la France au moment même où s'aggravait, où s'approfondissait une crise du vivre ensemble née de la crise de l'intégration. On a cru que cette équipe incarnait la réussite de l'hospitalité française. Donc, tout dans cette histoire était faux. Et quand l'équipe d'Espagne gagne la Coupe du Monde, puis la Coupe d'Europe, enfin, puis gagne tout, c'est une équipe qui n'est pas bâtie du tout sur les critères qui ont prévalu en France. Or, je ne dirais pas qu'elle est meilleure parce qu'elle est plus homogène sur le plan ethnique, pas du tout, car ce serait évidemment, encore une fois, entrer dans des considérations qui n'ont rien à voir dans le sport. Il se trouve simplement que ces victoires infirment complètement le diagnostic complaisant apporté par les commentateurs qui n'ont pas su prendre un exploit sportif pour ce qu'il était, qui sont sortis de leur gonds en faisant sortir le sport de son cadre. Est-ce que la règle est encore possible à appliquer lorsque l'enjeu dépasse de très loin le jeu? Qu'est-ce qui est au cœur maintenant de la compétition sportive? C'est plus presque l'enjeu que le jeu. Oui, mais le sport ne pourra pas survivre si précisément les mafias s'en saisissent. Je crois que on le voit avec les paris sportifs. Ça, c'est une question de vie ou de mort pour le sport lui-même. Donc, nous verrons bien. Les matchs truqués sont de plus en plus nombreux. Les matchs truqués sont nombreux, mais en même temps, la police essaye de faire son travail, parce que le trucage, c'est beaucoup plus grave que le dopage. Et là, en effet, si le football devient comme le catch, le football aura le sort du catch. Le catch, si vous voulez, c'est... Bon, il y a quelques chaînes de télévision spécialisées, il y a des gens qui y vont, mais le catch n'existe pas. Donc, voilà, c'est vraiment pour le sport une question de vie ou de mort. Et comme l'intérêt pour le sport est très grand, je ne crois pas que les mafias auront le dernier mot. Zidane, quelle que soit l'importance et la grandeur du joueur, c'est un personnage qui est devenu purement spectaculaire. C'est-à-dire, on se demande où est le football encore, où est le jeu. C'est un personnage qui est à la mesure, au fond, de cette société spectaculaire. Oui, bien sûr. Enfin, en même temps, il se cherche, il voudrait bien être sélectionneur, il ne sait pas s'il en a la capacité, et il collectionne les publicités. Et ça, c'est quand même le destin assez pathétique de ces très grands joueurs immensément riches qui, évidemment, font fructifier leur pactole, mais qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Je veux dire, ils ont connu une gloire mondiale jusqu'à 32 ou 33 ans, et leur vie est finie quand elle commence. Je pensais au film Zidane, que vous avez peut-être vu, avec ses 17 caméras. C'était
un personnage qui est totalement, je dirais, résorbé dans Oui. dans l'image multiple. Oui, voilà. Et qu'est-ce c'est qu'il va faire de tout ça? c'est le joueur de l'ère postmoderne. Mais c'est le joueur de l'ère postmoderne, mais c'est évidemment, un joueur n'est joueur que jusqu'à 33 ou 34 ans, et il ne fait rien dans sa vie de sportif pour se préparer un avenir vraiment intéressant, parce que précisément, il n'a rien d'autre dans le football, dans sa vie, que le football. Alors, de temps en temps, il est consultant, mais il est trop grand pour être seulement consultant. D'autres, comme Lizarazu et Dugarry, sont consultants, mais enfin, quel destin quand même! On a envie de leur dire, il y a autre chose dans la vie, mais ils sont incapables de le voir. C'est à la fois un grand joueur et en même temps, il a pivoté dans cette ère de dissolution, au fond, de l'individualité qui est cette spectacularisation. Oui, mais peut-être est-ce difficile à ce degré de célébrité de résister. Il faut avoir une force intérieure pour se retirer avec plaisir du monde des apparences. Tout le monde n'est pas Benoît XVI. Hein. Tout le monde n'est pas capable, justement, d'abdiquer. Alors on dit il est vieux, il a fait ça. Mais non, il était content, Benoît XVI. Il était content de renoncer parce que les apparences le fatiguaient. Il n'aimait pas ça. Il préfère jouer du piano, il préfère méditer, il préfère écrire. Il est délivré pour le restant de ses jours du poids des apparences. Or, le problème, c'est que les sportifs, eux, ne sont pas délivrés, ils en sont orphelins. Il ne faut pas non plus opposer au sport une espèce d'irénisme. Bon, voilà, et les gens, il n'y aurait plus d'émulation, nous serions tous constamment égaux les uns aux autres. Non, il y a quelque chose d'agonistique dans le sport, les gens aiment la compétition, l'agone, c'est une donnée de la condition humaine. Bon, voilà, donc si Albert Camus jouait au football dans son équipe, il jouait évidemment pour gagner, certes en respectant les règles, mais il devait être très heureux le jour où il avait remporté la victoire et finalement très déçu le jour où en plus il avait encaissé des buts, lui le gardien. Donc non, c'est comme ces gens qui vous disent c'est terrible à l'école, c'est les notes. C'est affreux, il faut supprimer les notes, comme ça chacun évoluera selon son propre rythme, il n'y aura plus de comparaison entre les uns et les autres, mais l'humanité n'est pas faite comme ça quand même. L'humanité n'est pas faite comme ça. Oui, l'émulation, ça compte, et d'ailleurs l'émulation a toujours été une valeur républicaine. Et curieusement, aujourd'hui, au nom du combat contre la compétition forcenée qu'il peut y avoir dans le monde capitaliste, on remet en cause l'émulation à l'école, et c'est d'ailleurs toujours au détriment des défavorisés au nom desquels on parle. Parce que ils n'ont plus, on n'a plus les moyens de les détecter à temps. Le niveau général s'abaisse quand précisément l'émulation ne fonctionne pas, et ce sont les fils de bonne famille qui, au bout du compte, arrivent à s'en tirer. Donc non, je crois qu'il est légitime de garder cet aspect, cette véhémence au sport. Et on se déchire au sport, on se fatigue, si vous voulez. Si on court en tous sens, c'est extraordinairement fatigant de jouer au football, même pour un amateur, c'est bien parce qu'il espère gagner. Si personne n'espérait gagner, si les buts ne comptaient pas, ben les gens ne joueraient pas, tout simplement. Oui, non, ce qui est important, c'est qu'aille de soi l'amitié, la cilia et l'agone. Bon, et la rivalité féconde, mais quand elle devient stricte concurrence, elle peut devenir destructrice. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est une question de gagner. C'est une question de proportion, c'est une question de mesure. L'appétit de la victoire peut l'emporter sur toute autre considération, menée à la triche, à la violence, etc. D'où effectivement la nécessité d'instaurer des règles et de les faire respecter. D'où ce que nous disions du rôle, en effet, névralgique des arbitres, mais ne croyons pas qu'il serait possible, ni même souhaitable, d'éradiquer l'esprit de compétition de l'humanité. Il faut bien qu'elle avance, si vous voulez. La stagnation, c'est un certain idéal de bonheur, si vous voulez, mais l'humanité n'est pas comme ça.
le sport est fondé sur l'égalité entre les concurrents et sur l'incertitude. Dès lors, le progrès de la technique peut affecter le sport dans son essence. Et le sport sera peut-être amené à résister précisément parce qu'il y va de sa propre survie. Il ne serait en effet plus rien si l'incertitude pouvait être ainsi totalement conjurée par l'alliance de la technique et de l'argent. Dès lors qu'il y va de la survie même du sport, quelque espoir est encore permis.